D'abord, je vous remercie beaucoup de m'accueillir ce matin dans le cadre de cette journée d'études. Les objectifs de cette journée d'études coïncident en grande partie avec mes recherches plus anciennes sur la minorisation et certains de mes écrits plus récents aussi sur la théâtralisation des espaces d'inscription identitaire. Je remercie Simon et Julie de leur invitation et à vous tous d'être venus. Je suis très content d'être en littérature comparée aussi. Moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal, on ne venait jamais en littérature comparée. C'était comme une sorte de marge de la marge, je dirais, et je suis vraiment très, très touché par cette invitation-là. Et d'ailleurs, la plupart de ma communication porte sur les littératures francophones, vous allez voir, mais il y a quand même 5 minutes, peut-être même pas 5 minutes, sur un auteur écossais anglophone. Vous allez voir que j'ai quand même, pour au moins comme un clin d'œil à la littérature comparée, inclus quelqu'un dont la langue d'expression n'est pas le français. Donc, je suis très touché par cette invitation et si je compte me réapproprier dans les minutes qui suivent la notion centrale d'exiguïté, à laquelle je n'ai pas beaucoup retouché, ça fait longtemps, en 92, là. C'est pas vraiment aujourd'hui pour en explorer le potentiel heuristique, à nouveau, en ce qui a trait à l'étude des cultures minoritaires, mais plutôt pour en réduire dramatiquement la portée, en insistant tout simplement sur la pertinence des figures symboliques attribuées à l'exil, telles la perte de soi, la bipolarité, le refus de l'accueil, le refus de la société d'accueil et la dislocation des identités dans la distance. Alors, je vous ai préparé, le PowerPoint n'est pas un vrai PowerPoint, c'est un faux PowerPoint dans le sens où c'est simplement, là c'est la structure de la communication que vous allez voir, mais après ça c'est simplement les citations. Donc ça sera plus facile pour vous de suivre les citations. Alors la structure de ma conférence ne se conforme pas aux exigences habituelles d'une communication savante. Et je pense que les étudiantes et étudiants dans la salle ne suivaient pas cette structure à notre premier colloque. En ça, j'ai voulu suivre, je crois, le ton assez libre que les organisateurs ont cherché à donner à cet événement. Et en sciences humaines, je le dis pour tout le monde ici, il me semble que nous avons une chance inouïe que nous ne reconnaissons pas toujours, celle de pouvoir moduler les contenus des savoirs et leurs normes d'énonciation. Donc on est en charge de tout, le contenu et la façon de le présenter. Mon texte comportera donc 8 parties distinctes de longueur inégale. Toutes, sauf la première et la dernière, constitueront, chacune à son tour, une fenêtre s'ouvrant sur une scène ou deux tirée d'une œuvre littéraire contemporaine. Au premier chef, je vous inviterai à considérer brièvement la notion de microscopie empruntée aux sciences de l'observation, car nous devrons d'abord nous intéresser à la lumière. Il n'y a pas d'espace ou de lieu identifiable sans elle. Ensuite, je vous inviterai à me suivre le long d'un sentier philosophique ou littéraire fait de stations autonomes, sans progression claire, où se succéderont des écrivains, essayistes, romanciers et poètes, aussi différents que Jean-Marie Gustave Leclésio, Kenneth White, Dany Laferrière, Amin Malouf, Patrice Desbiens et Marie Scondé. Cette conférence fonctionnera donc comme une exposition syntagmatique, un cheminement fait d'avancées et de pauses, une sorte de composition, apparemment décousue sur une époque, un monde et ses exilés symboliques et réels. À la fin, j'avais prévu vous faire sortir dans la boutique du musée, comme on sort toujours dans une boutique après avoir vu une exposition, mais finalement, il n'y aura pas de boutique et pas de cadeau à la fin. Tableau 1, microscopie de la lumière. Issue du regard, la microscopie est l'étude du minuscule et surtout de l'invisible. Elle suppose que l'invisibilité est bel et bien une chose observable, un objet de savoir qui concerne le fonctionnement autant du monde matériel que de la culture et de la société. Or, tout peut être inobservable à l'œil nu. Et nous qui travaillons sur la littérature le savons bien. Tout peut échapper au regard, tout peut être dissimulé. Au jour le jour, un versant du monde est donc occulté,
en dépit des gestes et des paroles parfois stridentes qui en émanent. C'est une obsession chez moi de voir ce qui n'est pas visible. Car nous n'entendons que ce que nous imaginons voir, tout ce que nous comprenons comme du visible. Le reste passe le plus souvent inaperçu. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, l'irruption dans le champ du visible de certaines logiques de la distance habitée entraînera, il faut l'espérer, un nouveau savoir sur des notions pourtant bien établies, comme le lieu de la naissance, la mémoire, la séparation, le départ, la honte de partir, la nostalgie, le retour, l'inadéquation, l'impuissance, l'intensité du lieu, l'ici, l'ailleurs, l'ouverture. L'exil, ce sera tout ça, une détresse, certes, mais aussi une illumination des lieux habitables qui échappent souvent à notre regard. Notre parcours d'œuvres littéraires très diverses, provenant d'horizons contemporains et pourtant disparates, nous amènera à établir un certain nombre de logiques de l'exil. Nombreux sont ceux et celles qui ont étudié cette question de l'exil et de ses représentations en littérature, y compris des gens qui sont ici. En 2000, publié stratégiquement au début du millénaire, le texte très célèbre d'Edward Said sur la condition palestinienne, Reflections on Exile, posait de façon précise, dès la toute première phrase, le drame de l'exilé et la substance épistémologique de son expérience particulière de l'espace. Et je vais les citer en anglais, je pense que tout le monde peut suivre de toute façon. Exile is strangely compelling to think about, but terrible to experience. It is the unhealable rift forced between a human being and a native place, between the self and its true home. Its essential sadness can never be surmounted. Les tableaux d'exil dont nous serons les témoins à l'instant ne correspondront pas nécessairement à la détresse identifiée par Saïd, car le déracinement identitaire pourra aussi être vécu comme une forme d'affirmation et comme une marque de courage devant l'ouverture absolue de l'espace. Mais nous verrons aussi que le point d'arrivée de l'exilé n'est pas véritablement un lieu à investir, un lieu dont la finalité serait tangible. Au fond, seule la transitivité de l'espace permettra désormais de penser la transparence identitaire du sujet exilé. Si les notions de minorisation et de marginalité, peut-être je devrais revenir sur minorisation juste en 30 secondes. La minorisation, c'est le traitement d'un groupe de personnes, enfin d'une communauté en tant que minorité. Ce n'est pas la même chose que être minoritaire. Être minorisé, vous pouvez appartenir à une majorité et être minorisé. Les femmes en ont été l'objet pendant des siècles, mais les Sud-Africains noirs en ont été l'objet, etc. Les Québécois, peut-être même francophones, l'ont été dans leur histoire à un certain moment. C'est ça la minorisation. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus intériorisé qu'être minoritaire. On peut être minoritaire et ne pas avoir intériorisé ce sentiment-là. Alors si les notions de minorisation et de marginalité nous avaient poussé à parler de l'identité collective, ici toutefois il sera question du sujet dont l'exil représenterait la reconstruction dans un autre espace, un espace exogène. Si le déplacement de l'exilé fait indéniablement partie de l'imaginaire diasporique, ou je préfère moi diasporal qui n'existe pas, ce parcours asymptotique vers l'ailleurs a tendance à défaire le lien collectif, au départ comme à l'arrivée. L'exilé, c'est quelqu'un qui part seul. En fait, tout le monde part seul, mais lui en particulier. Si le déplacement de l'exilé fait indéniablement partie, ce parcours asymptotique vers l'ailleurs a tendance à défaire le lien collectif. L'exil n'appartient pas à la diaspora, et au désir des collectivités déplacées de reconstruire sur place les conditions du pays d'origine. L'exilé appartient plutôt à la solitude du refus généralisé de la collectivité. Mais indéniablement, sa condition propre est aussi une figure de la distance. Tout pourra se réduire à cet imaginaire du parcours et des lieux microscopiques marqués aujourd'hui
aussi bien par la fascination que par la honte. Je ne crois pas qu'on puisse parler aujourd'hui d'une société du post-exil, comme on a voulu le faire de façon optimiste lors d'une série de colloques sur les nouvelles figures de l'exil, ici même à Montréal, entre 2004 et 2008. Il me semble que bon nombre de textes littéraires contemporains, surtout si l'on travaille sur des corpus minoritaires, coloniaux ou post-coloniaux, témoignent des dissociations propres au déracinement exilaire. L'exil, écrit Raja Stitu dans la revue Filigrane en 2006, vous avez le texte derrière moi, n'est donc pas propre à celui qui a quitté son pays, mais concerne tout un chacun face à l'étranger. L'étranger, solidaire de l'exil, est toujours destiné à revenir à chaque déplacement, qu'il soit géographique ou non, à chaque mutation historique. Son émergence, aux traits multiples, nous montre que la visibilité des faits est sous-tendue par une autre force énigmatique qui nous agite à notre insu. C'est cette complexité extraordinaire des systèmes référentiels propres aux figures de l'exil que nous chercherons à retracer dans une série de tableaux littéraires. Si cet exil peut être envisagé comme l'une des faces emblématiques de l'altérité au cœur des sociétés contemporaines, comme le note Fulvio Caccia, par exemple, parmi bien d'autres, sa reprise dans l'économie symbolique de la littérature permet plutôt d'en mesurer l'ampleur théorique qui dépasse de loin les cloisons immédiates de l'étrangeté. Tableau 2. Détresse de la ville occidentale. Drôle parce que Simon et moi on parlait de la ville occidentale juste avant le début de la journée d'études. Ils sont prisonniers du panier. Peut-être qu'ils ne le savent pas vraiment. Peut-être qu'ils croient qu'ils pourront s'en aller, un jour aller ailleurs, retourner dans leur village des montagnes et des vallées boueuses, retrouver ceux qu'ils ont laissés, les parents, les enfants, les amis, mais c'est impossible. Les rues étroites aux vieux murs décrépits, les appartements sombres, les chambres humides et froides où l'air gris pèse sur la poitrine, les ateliers étouffants où les filles travaillent devant leurs machines à faire des pantalons et des robes, tout les tient, tout les enserre, les fait prisonniers et ils ne pourront pas se libérer. Il nous faut, me semble-t-il, commencer par l'univers dysphorique des immigrants dont une partie de l'œuvre de Jean-Marie Gustave de Clésio est empreinte, comme nous venons de l'entendre dans le passage que je citais en exergue. Ici, il s'agit de Désert, le roman intitulé Désert, un roman à 2 voix narratives, publié en 1980, au moment où font rage en France les débats politiques sur le sort des réfugiés. Dans l'une des trames narratives du roman, les rescapés de l'immigration se sont laissés emmurer dans des usines alors qu'ils rêvaient d'ouverture, de clarté et d'affranchissement. Chez le Clésio, l'incapacité de retourner dans le pays d'origine, dans ces villages de montagne fortement idéalisés par le Clésio, signifie l'impuissance même et consacre la détresse identitaire des foules déracinées. Dans cet arrière-plan presque zolien du roman de Le Clésio, ce n'est pas de l'exil qu'il s'agit. Le tableau de la foule héroïque des déracinés en marche vers l'inconnu, ou encore la sortie solennelle des couturières au terme de leur quart de travail, témoignent bien d'une conception de la distance. Ainsi en est-il dans ce roman des listes répétées d'hommes et de femmes dont la fonction est de traverser l'espace vers un hors-champ où ils s'effacent inévitablement. Dans les romans de Le Clésio, il y a ces passages de foule qui disparaissent dans la brume, qui disparaissent. Chez Le Clésio, cet espace, envahi à l'heure fixe par la foule indistincte des déracinés, des mendiants, donc de tous ces immigrants, est happé par l'absence de lumière. Il n'y a pas de guêpe ici, vous n'avez pas cette citation, il n'y a pas de guêpe ici, ni de mouches qui bondissent librement dans l'air où bouge la lumière. Il n'y a que des hommes, des rats, des blattes, tout ce qui vit dans les trous sans lumière, sans air, sans ciel. Cette intense négativité de l'expérience collective de l'émigré s'oppose pourtant dans Désert à la quête singulière du personnage de Lalla, chez qui la dimension exilaire
comporte un certain nombre d'éléments rédempteurs. Alors, si la foule n'est pas, à mon avis, liée à l'exil, l'Allah, elle, seule, singularisée par le romancier, va être intéressée par l'exil, par notre notion d'exil. Employée à nettoyer les escaliers d'un hôtel minable, l'Allah est d'abord le symbole de l'invisibilité des marginalisés. Elle est habillée, nous dit le texte, pour qu'on ne la voie pas. Cependant, la jeune femme possède une existence parallèle dans un récit autre, dénoté dans le roman par des caractères en italique et surtout par les marges excessives. Le récit de l'Allah est complètement à droite de la page par rapport au récit de la foule des exilés. Cette seconde histoire appartient pleinement à l'imaginaire de l'exil. Enceinte, l'Allah cherchera à repartir vers son lieu de naissance, le pays transitif des nomades bleus. Sous le regard mystique d'un personnage qui s'appelle Es-Ser, elle imaginera donner naissance à son enfant, elle est aux confins du désert, et lui léguer ce qu'elle appelle le secret, avec un S majuscule. Au cours d'une scène fortement accentuée par le romancier dans les dernières pages du roman, l'Allah se retrouve enfin sur le plancher de danse du bar Paris Palace, où, pénétrée par les yeux de son guide, elle entrevoit l'épuisement des cités immigrantes. Ces cités sans espoir, ces villes d'abîmes, ces villes de mendiants et de prostituées, où les rues sont des pièges et où les maisons sont des tombes. Dans le vortex de la danse, l'Allah se retrouve ailleurs, dans un lieu fondamentalement inaugural, dans cette dune de son enfance où elle attend que l'on vienne baptiser son enfant et la secourir de l'exil. Parce qu'il fait largement appel aux mythes et aux rituels, le Clésio transforme volontiers la démarche de l'exilé en quête mystique. La détresse de l'Allah ne tient pas tant au sentiment de perte qui l'habite, car le pays d'origine continue d'exister pleinement dans sa mémoire vivante du lieu. Cette détresse est dissociée du personnage déraciné. Elle appartient alors aux villes d'accueil, sombres et à moitié en ruine, où les bâtiments délabrés témoignent symboliquement de la déchéance morale de l'Occident marchand. Tout à fait approprié pour le Vendredi fou. L'exil de l'Allah soulève des enjeux proprement civilisationnels qui vont bien au-delà de l'interrogation identitaire du personnage. Donc vous allez voir, chacun des tableaux, c'est 2 pages sur chaque auteur, donc vous n'allez pas avoir de conclusion magique pour chacun. Tableau 3 sur les pas de Søren Kierkegaard. Alors, ce tableau porte sur Kenneth White. Un jour, au cours d'un de ses nombreux voyages, dans son propre pays et à l'étranger, le romancier et essayiste écossais Kenneth White se rend au phare des Baleines, sur la côte nord-est de l'île de Ré, au large de La Rochelle. White apprécie particulièrement la sensation des confins, toujours vécue en solitaire, au gré des itinéraires imprécis que trace le voyageur par son désir intense de voir. Ok, je vais vous faire une petite parenthèse et une confession. Kenneth White est présent ici, c'est un prof d'université, Kenneth White. Et les profs d'université aiment jouer aux exilés. Donc, je voulais absolument avoir cette figure du prof d'université qui a les moyens de jouer à l'exilé. Donc, ça s'oppose complètement au personnage de l'Allah, vous allez voir. L'écriture du voyage, c'est très, très beau, Kenneth White. Je vous encourage à le lire si vous ne l'avez pas lu. L'écriture du voyage théâtralise théâtralise ainsi l'exil, sans pourtant y consentir pleinement. La traversée des espaces exogènes répond à la puissance du désir qui façonne le sujet jusqu'à la déperdition. Je cite, « To maintain desire in its whole form. That is my ethos. » What do I mean by the whole form of desire? Le désir dans sa plénitude est indivisible, conclura White dans un texte s'intitulant Insular Delirium. C'est l'intentionnalité de tout le corps, de tout l'être, dit-il. Comme chez le Clésio, le déplacement constant de la pensée nomade chez White repose sur le constat de décadence extrême de la civilisation occidentale.
Ici encore, la quête de la distance habitable jusqu'à ces états liminaires exprime le rejet des ontologies de l'immobilité. White ne peut pas supporter les gens qui ne partent pas. Mon voisin, par exemple, il ne va même pas... il sort pour acheter de l'essence dans sa voiture, mais il va nulle part. Au contraire, l'être est pour White un exilé du lieu fixe. Le voyageur évoque d'ailleurs assez souvent la figure tutélaire de Søren Kierkegaard, à laquelle il associe la construction d'un sujet enraciné dans l'étrangeté. Cependant, comme chez son modèle danois, l'exilé chez White cherche à évacuer toute relation de pouvoir, toute marginalisation, toute inégalité. Comme l'oiseau se logeant dans les anfractuosités des cultures en processus des cultures en processus d'érosion, le voyageur se tourne vers l'appel toujours pressant du départ. Je crois que vous avez ça. Oui. On the point of an infractuous rock, a sturdy, crazy and determined-looking gannet, c'est un oiseau, swiping the air with its wings, ready to make off somewhere, I wondered where. Comme Kierkegaard, chez qui il admire les évocations du mouvement et la position de l'exilé, Kierkegaard est exilé à Berlin pendant plusieurs années de sa vie, White souligne la nécessité de l'expérience exilaire dans la constitution du sujet et de son intériorité propre. Ce que White emprunte aux logiques de l'exil, c'est la position exacerbée de l'exilé symbolique, ce qu'il appelle « his knife-edge knowledge », donc vraiment l'exilé sait plus de choses que les autres, et sa surconscience de la transitivité de l'espace. C'est cela qui, paradoxalement, fonde l'intensité de sa présence au monde. Or, dans un ouvrage plus récent, The Wanderer and His Charts, Essays on Cultural Renewal, que je vous conseille de lire, c'est vraiment très très beau, Kenneth White élabore de façon plus explicite encore l'exigence de la figure nomade sur le fondement d'une profonde crise civilisationnelle. Et vous avez la citation en deuxième partie, « The figure I call the intellectual nomad has not only gone critically through all this context, he is the bearer of at least the beginnings of new language and new space. He has broken his way out of the labyrinth and moves in what may at first seem a void, but which is perhaps the high energy field in which could emerge a new world. » New entre parenthèses. Ce positionnement du voyage en contrepoint de sa propre civilisation transforme donc la marginalité de l'exilé volontaire en une résistance aux valeurs hégémoniques déclinantes, proposant ainsi une structuration positive du désir. Dans l'ensemble de ses réflexions littéraires, White ne cesse de revenir à l'histoire philosophique de la rupture et du départ définitif. L'exil ne se donne donc pas à lire dans ce contexte comme une expérience du deuil, ou même du retour, comme nous le verrons plus loin chez d'autres écrivains. Au contraire, l'exilé est, et je cite, un stratège de la mutation. Dans les termes de White, donc, il est projeté dans une logique de l'ailleurs, dès l'instant où, acquiesçant à l'urgence qui l'anime, il prend la décision radicale de partir. Ce geste de disponibilité ouvre soudainement le sujet à la différence et le désoriente. Affranchi de la lourdeur de son histoire, l'exilé témoigne désormais, selon White, d'une nouvelle géopoétique, c'est ce qu'il appelle, c'est le terme qu'il utilise, une géopoétique de l'avenir. Très positif, comme vous voyez. Tableau 4. La galerie de Grand-Mère Da, à Petit Goâve. Ceux et celles parmi vous qui auront lu à leur enfant, les gens sont peut-être trop jeunes pour ça ici, mais qui auront lu à leur enfant le magnifique album « Je suis fou de Vava ». Est-ce que vous connaissez cet album? Magnifique. De Dany Laferrière, illustré par Frédéric Normandin, n'auront aucune peine à imaginer la galerie de Da. La grand-mère du petit Vieuxot, le héros, c'est Laferrière enfant. Certains penseront bien entendu à l'odeur du café, récit emblématique de l'enfance de Laferrière, dans la ville de Petit-Goâve, au sud-ouest de la péninsule haïtienne. Laferrière revient à maintes reprises sur la scène ritualisée du café, que Simon m'a acheté, mais que je ne prends pas. La scène ritualisée du café, alors qu'enfant, il est assis au pied de sa grand-mère. L'espace mémorial de la galerie et les gestes hiératiques auxquels il donne vie appartiennent aussi aux logiques de l'exil.
faut que je vous dise que j'ai cette fascination pour les galeries, ça vient de mon enfance à moi aussi. Alors, parce qu'on passait beaucoup de temps sur l'énorme galerie de ma grand-mère et mon grand-père à Montmagny. Et cette galerie faisait le tour de la maison. On voyait le fleuve d'un côté et la ville de Montmagny. De l'autre côté, c'était magnifique. Et quand j'ai lu La Ferrière, je me suis dit, mon Dieu, il était destiné pour venir au Québec, ce gars-là. Il a retrouvé la galerie de son enfance. Donc, à l'abri de la dictature, l'enfant détient la clé de l'ordre social et sa filiation, à ce moment-là, sur la galerie ne fait pas de doute. Dans le journal d'un écrivain en pyjama, La Ferrière évoque encore une fois la scène de la galerie ancestrale. Je change très peu cette histoire. Je pense que je ne vous ai pas tout donné parce que c'est facile La Ferrière à comprendre. Je change très peu cette histoire de ma grand-mère sur la galerie avec sa tasse de café. Quand j'en parle, je revois la scène et j'en suis à chaque fois ému. Pas triste. Je voudrais tant que ma vie soit aussi simple qu'à cette époque. On est en pays connu, l'enfance de l'auteur, sa grand-mère, la tasse de café. Il suffit d'une gorgée pour que la magie opère. Un peu plus loin dans ce passage, l'écrivain relie cette scène primordiale à la littérature, dont la visée serait d'instaurer un humanisme de la mémoire, une intelligibilité paisible et réconfortante du passé. Je cite, « Je ne bouge pas de la galerie », vous avez cette citation. « Je ne bouge pas de la galerie car j'ai la fièvre. » C'est une fausse fièvre. Si vous avez lu « Je suis fou de vapeur », il est amoureux. Alors, je ne bouge pas de la galerie, j'ai la fièvre. J'observe les fourmis, un univers qui me fascine encore. Comme si le temps s'était immobilisé pour produire une enfance éternelle. Le lecteur fait le compte. La grand-mère, la tasse de café, les gens qui passent dans la rue, la conversation, l'enfant, la fièvre, les fourmis, tout est là. Il est rassuré. C'est aussi une des fonctions de la littérature. La galerie est donc la contrepartie de l'exil. Espace microscopique, associé à la lumière et à l'ordre des fourmis. Elle rejoindra les formes maternelles de la machine à écrire dans le journal, je dis toujours le titre, le journal d'un écrivain en pyjama. Oui. Alors, la galerie, c'est la contrepartie de l'exil, l'espace microscopique associé à la lumière et l'ordre. Elle rejoindra les formes maternelles de la machine à écrire. Et je cite juste une petite phrase du journal. Elle gardait dans son ventre, la machine à écrire, toutes les phrases de mon roman. La machine à écrire a un ventre. Il est dans l'appartement de Montréal, dont il va parler plusieurs fois en opposition à la garderie. Ou alors, ouvrier d'usine, La Ferrière rêve d'écrire le livre qui le sortira du trou, on dit. À l'inverse de la scène mémoriale de la galerie, le déraciné est, chez La Ferrière, un écrivain américain. Un homme à l'envergure du continent. S'il parle assez souvent d'exil dans son œuvre et dans ses nombreuses interviews, c'est dans ce contexte d'une ouverture extrême de la terre d'accueil. Partout chez lui, il n'aurait pas à première vue besoin de ce regard nostalgique qu'il jette très souvent pourtant sur son village natal. Mais il se trouve qu'il y revient toujours à ce village. Il parlera de cette nécessité comme d'une énigme. C'est là-bas, pendant ces après-midi à regarder tomber la pluie sur la galerie ancestrale, que la proposition de l'exil américain prend donc tout son sens pour lui. Tableau 5. Vers une distance inversée, vers une syntaxe inversée de la distance. Je commence par une citation comme tout à l'heure. « Le pays dont l'absence m'attriste et m'obsède, ce n'est pas celui que j'ai connu dans ma jeunesse. C'est celui dont j'ai rêvé et qui n'a jamais pu voir le jour. Nous sommes encore une fois au cœur d'une histoire de retour au pays d'origine. Un immigrant, installé à Paris, répond à la demande de son ami mourant et revient dans son pays natal, je cite, « après des lustres d'éloignement volontaire, pour passer du temps à son chevet. » Au départ, il ne sait pas s'il doit répondre à cette requête, être avec son ami mourant. Ce périple éprouvant lui révélera probablement l'étendue de la distance fraternelle qui le sépare désormais de ceux qui sont restés et qu'il pensait pouvoir aider une fois établi à l'étranger. Vous avez le modèle maintenant, vous allez voir le modèle de l'exilé qui est parti pour aider les gens dans son pays d'origine.
Or, la séparation n'a cessé de croître au cours des années d'émigration, comme si nul point final ne pouvait venir clore la dérive du déraciné, dont il semble être l'exemple. Un grand pessimisme s'est infiltré. Et je cite une citation que vous n'avez pas. En retournant vers ma terre inondée, je pensais sauver quelques vestiges de mon passé et celui des miens. Sur ce chapitre, je n'attends plus grand-chose. Quand on cherche à retarder l'engloutissement, on court le risque de le hâter. Cela dit, je ne regrette pas d'avoir entrepris ce voyage, le voyage de retour. Il est vrai que chaque soir, je redécouvre pour quelle raison je me suis éloigné de ma patrie natale, mais je redécouvre aussi chaque matin pour quelle raison je ne m'en suis jamais détaché. Dans le vocabulaire de l'exil surgit donc tôt ou tard la prédominance des adjectifs et pronoms possessifs. Les miens, ma patrie, mon village, mon peuple. Cette syntaxe est pourtant paradoxale, car ce qu'elle dénote, c'est bien la dépossession du lieu inaugural et l'éviction de la collectivité référentielle. Certes, le pays où l'émigré s'est établi presque naturellement après son départ du village natal, et ça fait partie vraiment d'un univers. Ici, on va parler d'Amin Malouf, ça fait partie de l'univers. Aller s'installer en France, il y a quelque chose de naturel à faire ça. Donc, là où on s'est établi presque naturellement après le départ du village natal est devenu sa première référence identitaire. Mais un fort sentiment de perte le tourmente et détermine son inscription quotidienne dans le réel. Le point final, qui avait été son obsession, n'est-il pas derrière lui, comme si la syntaxe de son existence s'était retournée sur elle-même? Dès l'instant où il a accepté de se rendre au chevet de son ami mourant, il sait que cette préséance de la fin dominera sa pensée et ses actions. Mi-essai, mi-récit autobiographique, Les Désorientés, du romancier libanais francophone Amin Malouf, éclaire donc la question fondamentale de la distance, que l'épisode du retour auprès de l'ami mourant ne fait qu'exacerber. Qu'advient-il de ceux qui restent au pays? Leur regard attristé et leur incompréhension fondamentale ne forment-ils pas, au fond, la substance de l'exil? Et j'ai conscience de m'adresser à des gens qui y sont ou qui ont été étudiants il n'y a pas longtemps. On a souvent cette expérience-là. Hein? On va passer une année dans un pays étranger, on revient dans sa famille et les gens sont gentils, ils vont regarder nos diapos pendant quelques minutes. Merci, c'est beau, bye. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on a vécu, ils ne comprennent pas qu'on est parti, ils ne comprennent rien. Ils sont restés. Alors c'est ça, cette ontologie de ceux qui sont restés qui obsède Amin. Donc pour le narrateur des Désorientés, il semble d'abord essentiel d'assigner les responsabilités. C'est au chevet de Mourad que les nombreuses discussions sur cette question de la faute lui reviennent. Mourad prétendait que dans l'une de nos conversations, je lui aurais dit, pour répondre à ses reproches, « Moi, je ne suis allé nulle part. C'est le pays qui est parti. » Peut-être que je l'ai dit. À l'époque, je le disais parfois, la formule me plaisait, mais ce n'était qu'une boutade. Dans l'ensemble de l'œuvre d'Amin Malouf, le statut de l'exilé libanais est amplifié par sa violente rupture civilisationnelle entre l'Orient et l'Occident, de sorte que le retour du narrateur dans son pays natal s'accompagne d'une interrogation, je dirais, à l'échelle mondiale, sur l'ignorance et l'incompréhension mutuelle qui signent cette dislocation de l'histoire dont l'immigré libanais reste pour Malouf de douloureux exemples. Donc l'immigré libanais a quitté son pays, mais il est scindé par l'opposition Orient-Occident violente, qui est là depuis vraiment le Moyen-Âge et même avant. Arrivé chez les siens, l'exilé, mis en scène par Malouf, entreprend une longue enquête sur sa décision de quitter le Liban pour l'Europe. C'est l'angoisse de la dissolution du lieu de naissance qui l'avait, pense-t-il, poussé à agir. De ce lieu suspendu entre le littoral et la haute montagne, nous allions assister à la fin du monde. Du monde, de notre monde en tout cas, de notre pays tel que nous l'avions connu. Et j'ose dire de notre civilisation, la civilisation levantine. On va dans un resto libanais ce soir, hein?
Très approprié, vous en parlez au propriétaire. Dans Les Désorientés, nous assistons non seulement à une interrogation sur le déclenchement de la guerre civile de 1975, cause première du départ du narrateur et de l'auteur aussi, Amin Maalouf, mais aussi à un déplacement de la notion d'exil, désormais comprise comme réponse à des considérations beaucoup plus larges. Qui sont donc les désorientés de ce roman? Ceux qui ont refusé de partir, malgré la violence, comme Mourad, ou ceux-là qui se sont en allés, renonçant à l'Orient, proprement désorientés, incurablement étrangers, dit le roman, et pourtant seuls capables, aux yeux du romancier, de briser en quelque sorte le sortilège et de voir clair. Quitter son pays est dans l'ordre des choses, dit Maalouf. Quelquefois, les événements l'imposent, sinon, il faut s'inventer un prétexte. L'exiguïté du geste de rupture au moment de quitter le pays en guerre, ce trait barré dans le temps dont Maalouf ne parle jamais que de façon allusive. La guerre civile au Liban est un sujet extrêmement difficile et Maalouf, si j'avais à lui parler personnellement, je lui dirais qu'il faut qu'il en parle. Il en parle toujours de manière détournée, comme si ça n'existait pas. Vous savez qu'on ne garde pas de statistiques au Liban de cette guerre. Le gouvernement libanais ne garde rien de cette guerre. C'est comme si ça n'existait pas. On n'a pas gardé les statistiques sur les gens, où ils étaient, les morts, personne. Donc, l'exiguïté du geste de rupture au moment de quitter le pays en guerre, ce trait barré dans le temps dont Maalouf ne parle jamais que de façon allusive, se donne à lire maintenant comme une conception de l'identité universelle. La civilisation levantine, je cite. Une expression qui fait sourire les ignorants et grincer les dents aux tenants des barbaries triomphantes, aux adeptes des tribus arrogantes qui s'affrontent au nom du Dieu unique et qui ne connaissent pas de pire adversaire que nos identités subtiles. C'est en brouillant les pistes que l'exilé déchire les limites de l'espace habitable. Tout se déballe derrière lui et le pays natal ne constitue plus une herméneutique crédible de l'identité perdue. Les romans d'Amin Maalouf, peut-être à l'image des identités subtiles dont les personnages sont porteurs, oscillent entre l'exubérance d'un monde enfin visible, souvent déchiffrable, et la nostalgie de l'origine dont l'émigré ne s'affranchit jamais. Le spectre de la mer. J'ai oublié de faire avancer le diapo là. Tableau 6, le spectre de la mer. Il me faut revenir à ce moment-ci à un texte dont j'ai beaucoup parlé au cours des 25 dernières années. Une œuvre poétique, c'est mon hit. Une œuvre poétique qui en est venue à représenter de façon sidérante certaines facettes de la minorisation et la notion même de l'exiguïté. Je vous propose donc maintenant que nous approchons de la fin de notre parcours, un arrêt sur quelques passages du recueil du poète franco-ontarien Patrice Desbiens. Un pépin de pomme sur un poêle à bois, je ne m'attendrai qu'à la section éponyme, dans les dernières pages de l'ouvrage, au moment où l'écriture du poète s'attache aux souvenirs douloureux de sa mère. Il ne fait pas de doute que le nord de l'Ontario, et la ville de Timmins en particulier, portent toutes les marques de l'exil chez les Blancs. Ainsi, le lieu de naissance est, dès la première instance, dès le premier jour, travaillé par la distance, et surtout par une séparation irrévocable que même la poésie ne saura résoudre. Dans toute l'œuvre poétique de Desbiens, depuis les tout premiers recueils publiés à Québec au milieu des années 70, aux éditions de la Mitaine, le Nord ontarien ne se laisse concevoir qu'à partir du Québec. Et c'est en cela que dans son origine même, le poète témoigne d'un exil linguistique et plus largement symbolique qu'il conçoit comme une absence catastrophique à lui-même, un effacement de l'être dont l'écriture rendra compte ironiquement par voie détournée. Et je ne dis pas ici, mais chez Desbiens, ça prend la même forme qu'on a vu au début de cette communication, c'est le rejet de la civilisation, c'est un rejet civilisationnel, c'est le rejet de l'Occident marchand. On retrouverait les mêmes idées qu'on a développées au début de la communication. Mais ici, je vais m'attacher plutôt au sujet psychologique. Cette séparation congénitale s'exprime dans le recueil Un pépin de pomme sur un poêle à bois par le biais du personnage tragique de la mère du poète. Si le livre semble à prime abord être l'éloge de Fleur-Ange Scanlan, qui est le nom de la mère, femme au sourire, je cite, au sourire inoubliable comme un horizon, cette impression est vite emportée
par les références très nombreuses à la spectralité mortifère du personnage maternel et à la censure qu'elle impose au poète en l'amenant à interroger le sens et la finalité de son travail. Je cite, vous l'avez derrière moi, « Elle lit ceci par-dessus mon épaule. Je sens sa main maternelle et glaciale sur mon épaule. Elle dit mon nom, elle répète mon nom comme une litanie. J'écris ceci avec l'efface de mon crayon comme une cassette qui se rembobine. » Alors qu'elle devrait normalement représenter toute la force de l'origine ancestrale, un peu comme chez la Ferrière, Fleurange n'est devenue, sous l'écran du ciel vide de Timmins, qu'une réverbération indistincte. Et le malheur, s'écrie le fils éperdu, c'est qu'elle se répète dans ses enfants. Cet effacement du nom à la naissance, alors même que le nom devrait être assigné, et la différence inscrite à jamais par la transmission de la mémoire pleine, Desbiens le martèle à de nombreuses reprises dans ces pages où l'écriture, plus désarticulée que jamais, ne cesse de revenir au souvenir de la pauvreté maternelle et ses structures hégémoniques qui en sont la cause. Comment aurait-il pu échapper à cet héritage d'itinérance qui résulte du lieu de sa naissance? J'écris ceci. Je dors sous des viaducs sous un ciel bleu fer. Un ange aux robes sales est accroupi de tout son poids sur ma poitrine. Il est pesant comme une poutre. Il suce mon souffle. Plus tard, comme si elle flottait dans le ciel, la mer survole la ville de Québec comme un violon dingue, je cite, et refuse de revenir parmi les vivants. Il n'y a donc pas d'espace valide où exister. La langue proprement maternelle, bafouée sous les yeux même de la mère impuissante, transforme la filiation en condition exilaire. Dès lors, le monde sous toutes ses formes, humaines et objectales, devient cheap et condamne le sujet minorisé à un délaissement de la valeur et une perte d'identité. Toute l'impuissance du sujet chez Desbiens découle de l'atrophie de l'espace et de l'impossibilité de concevoir l'exil comme une définition acceptable de l'identité. Tableau 7, c'est déprimant Desbiens. C'est un peu masochiste. Tableau 7, la fille aux yeux éteints. Il y a 8 tableaux, ne vous désespérez pas, on achète. Désirada, de la romancière guadeloupéenne Maryse Condé, s'ouvre sur la naissance de Marie-Noël, en plein carnaval, et sur le portrait de sa mère déchue, Reynalda. Fille, je cite, fille excentrique et maussade, qui n'avait pas voulu se contenter du lot commun. L'enfance de Marie-Noël dans la petite ville antillaise de Port-Louis est marquée par un détachement progressif du réel, car l'enfant est miné par une sorte de démence imprécise. Vous avez cette citation, la fillette joufflue et lutine, capricieuse et caressante, qui avait enchanté le cœur de Reynalda, sa mère, n'était plus. Avait pris sa place une grande Gaule, la peau sur les os et les yeux éteints, fixant les gens alentour d'une manière qui les mettait mal à l'aise, car elle semblait poursuivre à travers eux une obsession intérieure. Dès lors, le lieu natal de la fille, je vais vous donner une autre citation, dès lors, le lieu natal de la fille se décompose et n'offre plus de cohérence à laquelle s'accrocher. On n'y observe plus qu'un univers parcellaire, que des points microscopiques dont le scintillement passager plonge l'univers visible dans une fragmentation inintelligible. Tel est le pays d'origine du personnage, désormais intériorisé comme une absence. Marie-Noël porta toujours ses images et ses sensations en elle. Sans la prévenir, elle ressurgissait et reprenait possession d'elle-même. L'instant s'arrêtait. Au beau milieu d'une phrase ou d'un geste, elle semblait tomber en état et s'immobilisait les yeux vides comme hébétée. Donc il y a une sorte d'autisme, je dirais, de ceux qui sont restés dans le monde de Maryse Condé. Réponse à Amin Malouf, ceux qui sont restés sont catatoniques. Il y a quelque chose là qui ne marche pas avec eux. À ce contexte de délaissement symbolique, le roman de Maryse Condé opposera la normalité apparente de la banlieue immigrante parisienne. En effet, invitée par sa mère à la rejoindre en France, Marie-Noël se retrouve auprès d'elle dans un appartement vide du bâtiment A de la cité Jean Mermoz à Savigny-sur-Orge,
un milieu multiculturel où vit, je cite, un fort contingent d'Africains, d'Antillais et de Réunionnais. Ce qui frappe l'enfant à son arrivée en France, ce n'est pas tant l'étrangeté du nouveau cadre de vie, au fond les immigrants se ressemblent tous, que celle de sa mère, qui, contrairement aux autres femmes de la cité, passe ses journées, je cite, dans un réduit qui lui servait de bureau. Au retour du travail, Reynalda tirait sur elle, je cite encore, tirait sur elle comme une dalle de tombeau la porte de sa chambre, en dépit de la lumière chaleureuse apportée par son compagnon haïtien, Ludovic. Or, la mère, indifférente à la vie de la banlieue et enclose dans l'exiguïté de son écriture quotidienne, détient le secret du pays d'origine. On ne sait pas ce que la mère écrit dans ce roman. Ce savoir qui forme la substance de sa différence radicale, elle le transmet à sa fille dans un monologue fortement souligné par la narratrice de Désirada. Voici un extrait de ce monologue, les 3 premières lignes. « C'est à la Désirade que je suis né. Les gens de la Guadeloupe ont une mauvaise idée de la Désirade, à cause des sacripants et des lépreux qu'on y envoyait dans le temps, et aussi parce que rien n'y pousse. Rien. La condamnation populaire qui frappe l'île et son infertilité s'oppose dans le souvenir de la mère à l'étroitesse chaleureuse de la montagne en compagnie des autres femmes du village. Cette insularité primordiale restera dans toute la suite du roman le fondement du regard que jette l'exilé sur son existence quotidienne et en particulier sur son rapport difficile et violent avec les hommes. En effet, le personnage de Marie-Noël permet à Marie Scondé de reconstruire une appartenance identitaire au pays d'origine qu'est la Guadeloupe, jusqu'alors un pays à l'écart, une terre marginale et déshéritée, une terre d'exil. Terre marginale dont le peuplement remonte au transbordement infâme des esclaves et où des liens de parenté trament la vie quotidienne. Et je cite, « Tous les Guadeloupéens sont parents », peut-on lire d'ailleurs au milieu du roman. Premièrement, ils sont pour la plupart sortis du même ventre négrier, expulsés au même moment, sur les mêmes marchés aux esclaves. Deuxièmement, dans les plantations, des liens se sont noués entre eux et les autres, promiscueux, proches, comme des incestes. Si la montagne a été un refuge réel pour les femmes du passé récent, comme Reynalda, et symbolique pour les générations suivantes, c'est que la Guadeloupe était déjà dans sa conception même un territoire de l'exil. Alors la question de Marie Scondé, c'est peut-on s'exiler d'un territoire qui est déjà un territoire de l'exil, par sa formation même, ses liens même avec l'esclavage. Le désir qu'elle suscite encore chez tous les déracinés est dans les faits un terrible poison. Ainsi, dans Désirada, l'expérience exilaire se dessine aux 2 extrémités de la distance parcourue. Seule une conscience exacerbée du lieu d'origine et des tensions insolubles qu'il suscite pourra conduire Marie-Noël à prendre possession d'elle-même et, je cite le roman à toute fin, à marquer sa trace sur la terre. Tableau final, une demi-page. Un texte difficile et je ne vous promets pas que je suis capable de l'expliquer. Posez-moi pas de questions sur ce texte. Étranger, sur toute grève de ce monde, sans audience ni témoin, porte à l'oreille du ponant une conque sans mémoire. Hôte précaire, à la lisière de nos villes, tu ne franchiras point le seuil des Lloyds, où ta parole n'a point cours et ton or est sans titre. J'habiterai mon nom, fut ta réponse au questionnaire du port, et sur les tables du changeur, tu n'as rien que de trouble à produire, comme ces grandes monnaies de fer exhumées par la foudre. Au terme de ce parcours microscopique de certains territoires littéraires de l'exil, il faut bien admettre, me semble-t-il, que la condition de l'exilé est affaire d'interprétation et même d'invention. Une manière parmi d'autres d'habiter son nom. Il n'est pas exact de dire que l'exilé est partout étranger, car comme le déclame si magnifiquement le poème de Saint John Perse, qui clôt le 6e chapitre de son recueil « Exil », le déraciné, du même souffle étranger et hôte précaire, est celui qui est entré en lui-même et nous a fait pénétrer à sa suite
dans le miroitement réciproque des lieux. Par ces lignes, le poète antillais, Saint John Perse est un poète antillais controversé, il est blanc, le poète antillais s'interroge sur la filiation rompue et renouée, la nostalgie épuisante du pays perdu, l'affirmation de sa différence au prix de tout, la circulation du fils ou de la fille déracinée comme une monnaie, le mouvement incessant de l'esprit, la civilisation déclinante, les Lloyds, une ontologie du vacillement. Si dans les œuvres étudiées ici au passage, une sourde obscurité menaçait d'entraîner les personnages déplacés dans la folie ou la dissolution des valeurs, il subsistait tout de même quelque chose du déchirement lumineux de la pensée qui enveloppait à jamais autant ceux qui partaient que ceux qui restaient. Ceux qui restent sont toujours ceux qu'on visite après. De part et d'autre de la mémoire, c'est cette fiction, taillée dans le temps, une ligne étroite, un trait barré, dirait Amin Maalouf, une ligne étroite, exiguïté ouverte sur la distance, qui encore aujourd'hui doit nous interpeller. Merci beaucoup.